Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Pablo Cabeza Mancuso. Bonjour Pablo. Bonjour. Alors Pablo, vous êtes doctorant allocataire en études cinématographiques et chargé de cours à l'université Paul Valéry de Montpellier 3, au laboratoire RIRA 21. Vos recherches portent notamment sur le personnage dédoublé de séries télé à partir d'une perspective esthétique et actorale. Vous avez publié sur les mondes parallèles dans les séries de science-fiction. Dans Res Futurae, ainsi que sur le motif de résurrection à partir des personnages androïdes dans Cultural Express. Vous avez aussi proposé plusieurs communications sur la thématique du body snatcher télévisé à partir de Doctor Who, X-Files et surtout des envahisseurs. C'est dans Guest 2021 et Cercia 2022. Je recommande bien sûr la lecture à la fois de ces articles et de ces excellentes revues auprès des auditeurs. Alors vous avez fourni, Pablo, une bibliographie indicative pour aller plus loin sur l'émission. On la retrouve toujours sur le site internet histoireensérie.com. Alors je l'ai dit, vous avez travaillé notamment sur les envahisseurs. Je suis ravi aujourd'hui qu'on puisse, j'allais dire, enfin évoquer, après tous ces numéros d'Histoire en série, celle qui est et a été une série culte. Alors peut-être, Pablo, pour que les auditeurs se remémorent cette série un peu ancienne, est-ce que vous pourriez commencer par une présentation générale des envahisseurs? Oui, bien sûr. Alors c'est en effet une série importante des années 60. Donc c'est une série qui raconte l'histoire, pour rappeler un peu quand même ce que ça raconte. Ça raconte l'histoire de David Vincent, qui dès le début du pilote du premier épisode est témoin de l'atterrissage d'une soucoupe volante et donc de la présence d'extraterrestres sur la Terre. Et la série va donc lancer la quête de David Vincent contre ces envahisseurs, qui sont tout à fait détectables malgré le fait qu'ils aient une apparence humaine. C'est la spécificité de la série, donc ils ont un peu une malformation au petit doigt qui permet de les repérer. Et donc l'enjeu de la série principale, pour rester sur des choses un peu générales, c'est le fait qu'il faille à la fois empêcher leur présence, c'est-à-dire le fait qu'ils se démultiplient, et en même temps bloquer leurs objectifs d'épisode en épisode, leur mission en quelque sorte. La mission de David Vincent, c'est d'empêcher les missions successives des envahisseurs. C'est une série des années 60 qui a été pensée par un jeune scénariste nommé Larry Cohen, qui sera un futur réalisateur très réputé, et qui soumet son idée au responsable de la chaîne de télévision ABC, et qui est cette idée des envahisseurs qui prennent des extraterrestres qui ont pris une forme humaine, et des efforts désespérés d'un homme pour lutter contre eux. Et le projet va être soumis au producteur Quinn Martin, qui travaille en même temps sur la série Le Fugitif, qui est très connue à l'époque. Et donc, pour aller un peu rapidement, Larry Cohen va quitter le projet assez rapidement parce qu'il pense qu'il n'a pas de contrôle créatif sur le sujet. Et ce sera plutôt une série de Quinn Martin, comme on le voit à chaque fois dans le générique. Et le désaccord est surtout, notamment, sur le personnage principal, sur l'acteur du personnage principal. Larry Cohen voulait pas Roy Thynes, qui sera l'acteur du personnage principal, qui sera un acteur très connu pour son rôle, tandis que Martin, lui, souhaitait cet acteur-là. Et c'est un acteur qu'on pouvait voir à la même période sur la série Hôpital Central en 1963-66. Et surtout dans Un été long et chaud. Voilà, pour situer des séries qu'on n'a pas forcément en tête aujourd'hui, qui sont aussi des séries ABC. Donc on est un peu dans un même, sur une même chaîne, dans un même environnement de production. Alors Pablo, peut-être comme première question, ici, ce qui est intéressant, c'est de recontextualiser la série. Vous l'avez dit, une série des années 60, une série qui est le produit de son époque, comme toutes les séries le sont d'ailleurs. Et justement, ce qui est intéressant ici, c'est ce qu'on voit, cette peur du nucléaire. On voit notamment, plane l'ombre d'Hiroshima qui s'est produit moins de 20 ans auparavant. Donc, on a cette idée de peur quelque part de fin du monde qui apparaît à travers justement ces envahisseurs. Oui, c'est en effet une série donc de 67, comme je l'ai dit, donc une série après la guerre de Corée, pendant la guerre froide et avant l'alunissage d'Apollo 11 en 69. Et ce sont vraiment des éléments extrêmement récurrents dans la série.
À titre d'exemple, je vais citer beaucoup d'épisodes. D'ailleurs, la référence des épisodes entre la saison 1 et 2, c'est une série, il y a 2 saisons, et en général, on numérote les 40 épisodes indépendamment des saisons 1 et 2. Donc l'épisode 30, c'est l'épisode de la saison 2. On repart pas à zéro au début de la saison 2, c'est un peu la spécificité en général dans les référencements. Donc par exemple, l'épisode 8, c'est un épisode qui fait strictement référence à la guerre de Corée, avec un père qui est traumatisé de la mort de son fils et qui va donc pour cette raison, son fils est mort pendant le conflit de la guerre de Corée, donc pour cette raison va s'allier aux envahisseurs, et le but de l'Alliance, c'est d'empêcher et de détruire la menace des armes nucléaires. Donc on a vraiment quelque chose qui est très constamment entremêlé, guerre de Corée, guerre nucléaire à l'époque. Et c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment de manière récurrente dans la série, qui fait partie un peu des thèmes très récurrents. Dans l'épisode 26, on a une menace par un empoisonnement radioactif. Et ça, c'est plutôt la menace extraterrestre, mais la menace nucléaire est aussi prise en charge par les hommes, hein. Donc, dans l'épisode 38, ils font mention d'une Doomsday Machine, une menace nucléaire un peu autonome, une machine autonome qui permettrait de produire un rapport de force contre les envahisseurs. Donc, la menace nucléaire est à la fois celle des envahisseurs et en même temps celle des humains. Mais moi, ce qui m'intéresse un peu plus particulièrement, c'est le fait que la menace nucléaire trouve une forme visuelle, une forme esthétique dans la série. On peut même parler d'une forme de hantise dans la façon dont les envahisseurs meurent. Donc il faut s'imaginer que les envahisseurs, évidemment, meurent très régulièrement dans chaque épisode. Il y a souvent des scènes de combat. Et les extraterrestres meurent en se désintégrant au sol et en émettant un rayonnement rouge. Donc quand le personnage, l'extraterrestre, prend un coup de feu, par exemple, se fait tirer dessus, il émet un rayonnement rouge, il disparaît de l'image avec un petit effet visuel, et il ne reste que quelques tas de cendres au sol. Et une fois qu'il est mort et qu'il y a ce tas de cendres au sol, on a notamment la démarcation du contour de son corps, comme une énorme trace de cendre, une trace noire, en fait, comme une trace de feu en quelque sorte. Et moi, j'ai toujours pensé que ces traces-là rappelaient les ombres d'Hiroshima. Je ne sais pas si les gens connaissent, moi j'avais découvert ça très très tardivement. C'est notamment une impression au sol du contour ou de la silhouette des victimes d'une bombe nucléaire juste avant d'être désintégrées. Donc il y a eu un journaliste qui a fait un récit qui s'appelle John Hersey en 1946 pour le New Yorker, qui est l'un des premiers journalistes à se rendre sur place. Et il fait ce récit-là que je cite donc: les premiers scientifiques japonais arrivés quelques semaines après l'explosion notèrent que l'éclair de la bombe avait décoloré le béton. Donc ça, c'est la première information, le béton est décoloré. Je reprends. À certains endroits, la bombe avait laissé des marques correspondant aux ombres des objets que son éclair avait illuminés. On découvrit aussi des silhouettes humaines sur des murs, comme des négatifs de photos. Alors cet effet-là nécessairement disparaît avec le temps, mais ces formes ont pu être préservées par des photographies qu'on retrouve notamment au mémorial de paix à Hiroshima. Donc le journaliste explique que la chaleur dégagée par la bombe, qui correspond à plusieurs milliers de degrés Celsius, a été en fait absorbée par les corps temporairement, ce qui fait que le sol, lui, est décoloré, et comme la chaleur a été absorbée par les corps, mais on a la silhouette du corps, une trace noire qui est intégrée au sol en quelque sorte. Cette impression que le corps a été vaporisé, mais qu'on voit malgré tout le corps au sol. La trace de sa disparition au sens strict. Et donc dans les envahisseurs, la trace du corps sur le sol permettrait ce serait une hantise de ces images-là, mais c'est pas la seule manifestation. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin. C'est notamment le fait que l'extraterrestre, lui, meurt en émettant un rayonnement rouge qu'on peut interpréter comme un rayonnement radioactif, puisqu'il va notamment détruire tout ce qu'il touche. Donc lorsque le personnage meurt, il émet un rayonnement rouge, et s'il touche quelque chose, une voiture, un autre personnage, il meurt avec lui. Donc on a vraiment cette impression d'un rayonnement radioactif qui se transmet par le toucher ou se transmet dans l'environnement. Et on peut du coup interpréter au final cette image-là, hein, cette disparition de personnages extraterrestres, comme une survivance au sens d'une pratique iconologique en histoire de l'art, une survivance de ces ombres d'Hiroshima, c'est-à-dire la façon dont ces images-là se répercutent et se migrent dans des formes un peu différentes, et notamment la migrent dans un format de série télévisée, un format sériel, dans la façon dont meurent les extraterrestres. C'est-à-dire ce serait finalement un corps radioactif qui marque le sol d'une trace sombre. Et cette image-là, du coup, je m'arrête là-dessus, permet de figurer une image manquante, d'une certaine manière, puisque c'est l'instant fatidique de la disparition des corps d'une bombe nucléaire. C'est ça que nous montrent constamment les envahisseurs, et c'est une image qu'on n'a pas finalement, puisque c'est une image qu'on ne peut pas filmer. On ne peut pas filmer un corps détruit par une bombe nucléaire sans que la caméra en question disparaisse, sans que l'opérateur disparaisse en même temps. Donc c'est une forme d'image manquante, mais qui est condensée dans les envahisseurs en une seule image. C'est-à-dire à la fois les ombres d'Hiroshima, mais en même temps la disparition, la désintégration du corps,
tout ça en un seul plan, une forme de condensation au sens un peu freudien du terme, comme certains historiens de l'art le pratiquent, et donc plusieurs images en une seule, qui du coup devient décorrélée des récits liés au nucléaire, puisque cette disparition des extraterrestres n'est pas forcément liée au récit sur le nucléaire. Ça a lieu tout le temps, dans tous les épisodes, donc il y a aussi une forme de déplacement de cette image-là, qui se décorrèle des récits de la thématique nucléaire au sens strict. Donc on a vraiment les ondes d'Hiroshima qui hantent toute la série par la vaporisation épisodique des corps extraterrestres. Alors, on retrouve aussi dans cette série une thématique qui est importante, qui se retrouve dans d'autres séries aussi de cette époque de la guerre froide, c'est la thématique de la quête. Et c'est vrai que justement, j'aimerais que vous développiez autour de ça parce que ça apparaît quand même assez clairement dans Les Envahisseurs. Oui, le personnage est donc pris dans une quête, et c'est un nom, un type de série qu'on doit à Stéphane Benassi, les séries de la quête, qui sont vraiment propres aux séries de ces années-là. Notamment, j'ai mentionné Le Fugitif, c'est aussi une série de ce type. Donc c'est une série de 67, Les Envahisseurs. Et donc les contextes de diffusion et les formats narratifs de l'époque nous poussent à considérer que c'est une série épisodique. Au premier abord, Les Envahisseurs, on se dit ABC, série de 67, donc plutôt une série épisodique. Alors moi, je mettrais en garde un peu contre les typologies narratives qui sont utiles pour cerner des dynamiques en réalité, des dynamiques, et donc penser chaque série un peu différemment et pas forcément mettre la série dans un carcan, dans une typologie. Donc finalement, pourquoi est-ce que Les Envahisseurs seraient épisodiques et est-ce qu'elle est strictement épisodique? Alors là, il faut rentrer un peu dans le détail du fonctionnement d'une série, parce que chaque série fonctionne vraiment très différemment, et donc faut un peu décrire ça. Donc Les Envahisseurs, c'est quoi? C'est David Vincent. À chaque début d'épisode, il arrive dans une ville. Pourquoi il arrive dans la ville? Parce qu'il est appâté par un événement incongru relaté par la presse. Donc le personnage voit un événement, il se déplace dans la ville, et l'épisode démarre comme ça, afin de mener une enquête. Alors une fois qu'on a dit ça, les spectateurs qui connaissent une série comme Supernatural, peut-être pensent aussi à une forme un peu similaire, c'est-à-dire des personnages qui, à travers la presse, mènent des enquêtes dans des villes successives, et le début de l'épisode correspond à l'entrée du personnage dans la ville, même si évidemment Supernatural a un fonctionnement tout à fait différent, mais j'y reviendrai. Donc à la fin de l'épisode des Envahisseurs, l'enquête est close de David Vincent, et il quitte la ville. Et l'épisode se termine là-dessus, et on démarre un nouvel épisode où David Vincent est dans une nouvelle ville. Et il y a donc une ellipse entre les épisodes. C'est-à-dire que l'épisode suivant ne démarre pas exactement là où le précédent se termine, ce qui est assez caractéristique des séries de ce type. Mentionnons quand même que cette ellipse n'est pas problématisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'événements importants qui se déroulent entre les épisodes, contrairement à des séries comme Le Fugitif ou d'autres séries, où entre les épisodes, ce qui se passe entre les épisodes va faire l'objet d'enjeux pour les personnages, pour le récit, ça va faire partie des choses travaillées. Là, dans Les Envahisseurs, on peut dire que l'ellipse n'est pas du tout investie. Mentionnons aussi que j'ai dit que l'enquête était close à la fin de l'épisode. C'est pas complètement vrai, puisque si l'enquête est close à la fin de l'épisode, David Vincent aurait prouvé l'existence des extraterrestres, et donc la série serait terminée. Donc il n'y a pas vraiment d'enquête close. C'est-à-dire l'enquête épisodique semble close, puisque David Vincent arrive au bout de ses recherches, mais il n'a pas été en mesure de convaincre autrui, il n'a pas été en mesure de prouver matériellement l'existence des extraterrestres. Donc je rappelle que l'enjeu premier de la série, c'est de prouver la présence des extraterrestres, et dans un second temps de déjouer leur plan. Donc chaque épisode va se terminer inéluctablement sur la disparition de toutes les preuves. Donc les extraterrestres, très souvent, je l'ai dit, ils disparaissent en mourant, et en mourant, ils peuvent détruire des preuves, puisqu'ils ont un corps radioactif qui leur permet de détruire des preuves, ou alors ils arrivent à cacher les méfaits en détruisant des bâtiments, en commanditant des assassinats. Dans l'épisode 4, c'est une mine qui s'effondre et qui engloutit le lieu des expérimentations scientifiques. Dans l'épisode 7, c'est l'autodestruction d'un silo qui empêche l'accumulation des preuves. Donc constamment, l'accumulation des preuves du personnage est bloquée, ce qui permet à chaque épisode de redémarrer à zéro, de proposer un récit bouclé, ce qui fait donc que les efforts de David Vincent sont réduits constamment à néant. Donc la disparition des extraterrestres, à la fois à une condition esthétique, on l'a vu avec les ombres d'Hiroshima, mais aussi une condition narrative et commerciale qui permet de détruire les preuves, que le fait qu'il n'y ait pas de présence manifeste du corps extraterrestre, puisqu'il disparaît constamment, donc ça permet de relancer la machine chaque semaine, ce qui est quelque chose de évidemment bien pratique d'un point de vue commercial et de diffusion. Et donc c'est ce que j'ai nommé après Stéphane Benassi, une série de la quête, ce qui s'oppose à une série classique. Alors là, je rentre un peu dans les dimensions un peu typologiques, mais ça permet un peu de comprendre le fonctionnement des œuvres. Donc dans la série de la quête, exactement comme Les Envahisseurs, d'ailleurs ce théoricien parle des Envahisseurs, donc c'est vraiment une série paradigmatique de ça. C'est un contrat qui est vraiment donné dans l'épisode
dans l'épisode pilote, donc un contrat qui est donné au héros. Donc ça peut être plein de choses, hein. Dans Les Envahisseurs, c'est prouver l'existence des extraterrestres. C'est le personnage qui se donne lui-même ce contrat-là, ce qui est à différencier des séries comme Mission Impossible, où chaque épisode a une mission différente. Donc dans Mission Impossible, c'est très connu, début d'épisode, Jim Phelps a sa mission de l'épisode, sa mission de la semaine, et il n'y a vraiment pas de continuité entre les épisodes. Alors que dans Les Envahisseurs, chaque épisode est lié à ce contrat initial qui est de déjouer la présence des extraterrestres. Et donc l'exécution de ce contrat est constamment différée d'épisode en épisode parce que les preuves disparaissent à chaque fin d'épisode. Donc on a tous les épisodes de la série qui sont malgré tout, on l'a vu, épisodiques, récits bouclés, mais tous ces épisodes sont liés par cette quête originelle qui agit comme une sorte de facteur de feuilletonisation. Alors c'est le terme de Stéphane Benassi, mais c'est tout simplement lié au fait que, malgré le fait que les épisodes soient indépendants, on a une intrigue commune qui est celle de cette quête. Alors il y a un schéma que propose Stéphane Benassi, qu'on peut détailler rapidement, c'est le fait que la séquence initiale de chaque épisode, c'est le personnage qui rentre en contact avec, donc David Vincent qui rentre en contact avec des personnages différents, puisqu'il change de ville à chaque fois, donc c'est constamment des personnages différents, qui l'aident dans sa quête. On a toujours un moment où les partenaires ne sont pas en mesure d'aider le héros parce qu'en fait ce sont soit des ennemis déguisés, soit parce qu'ils n'y arrivent pas, hein. Et on a une séquence finale où évidemment le héros échoue, toujours cette idée de boucler l'épisode, mais il a de temps en temps une information supplémentaire qui lui permet de progresser dans sa quête. On a cette idée-là aussi d'une continuité, une légère continuité. Et les séries de la quête se terminent de deux façons, toujours, hein. Donc l'épisode final de la série, soit on a une série qui est annulée, comme c'est le cas des Envahisseurs, donc la série se termine avant le fait que le personnage puisse accomplir sa quête. Donc la série des Envahisseurs, on peut spoiler 50 ans après, se termine sans que la quête de David Vincent n'ait une fin. Ou alors, on peut avoir la série qui se termine sans qu'elle soit annulée, donc qui permettent au scénariste de construire un final où la quête du personnage trouve sa fin. C'est le cas du Fugitif, par exemple. Donc là, vraiment, la différence entre les deux séries, le Fugitif, les Envahisseurs, peut être liée aussi à sa fin. Dans un cas, il n'y a pas de fin. Du coup, c'est extrêmement frustrant. La quête est complètement laissée en suspens. Et dans un autre cas, il y a un vrai final de la série. Et du coup, le personnage dans ces séries de la quête, pour terminer là-dessus, il est uniquement caractérisé par sa quête. C'est le principe des séries de la quête. Le personnage quasiment pas de vie en dehors, et David Vincent ne fait pas exception. On a dans l'épisode 16 un frère au personnage et malgré tout intégré, mais vraiment comme un cheveu sur la soupe. Le personnage n'a pas de vie, n'a pas d'amitié vraiment, n'a pas de relation amoureuse, à peine un épisode maximum. On le voit jamais travailler, donc c'est vraiment des personnages un peu monolithiques qui sont vraiment pensés pour leur quête. Évidemment, ça peut dépendre des séries, mais dans Les Envahisseurs, c'est vraiment le cas. Alors j'aimerais maintenant, Pablo, que vous nous disiez comment on peut évoluer justement, comment la formule a évolué au fur et à mesure de la série et comment justement les personnages évoluent avec ça même. Il y a de nombreuses conséquences à la fois sur la narration et puis sur les personnages. Oui, on l'a vu, je l'ai dit, c'est une série soi-disant épisodique. On peut préciser en disant que c'est une série de la quête, mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi penser la série dans son mouvement et donc dans son fonctionnement strict. Et donc la série évolue. C'est-à-dire que c'est une série n'est jamais dans un état stable d'un format narratif strict. Donc ça serait soit une série épisodique, soit une série de la quête, mais une série est toujours prise dans une dynamique. Donc il faut décrire les agencements propres à chaque série. Donc il y a un livre sur les envahisseurs qui existe, qui propose pas mal d'informations de contextualisation. Le seul, il me semble, qui existe en langue française, l'un des rares sur la série, de Didier Lardier. Et donc il dit que la saison 2 s'écarte définitivement du concept de la saison 1, parce que David Vincent acquiert à ce moment-là des preuves de l'existence des extraterrestres. Alors moi je pense que c'est pas le cas. Je pense que l'hypothèse ce serait plutôt que c'est un changement de bascule, une légère un changement de dynamique, mais pas une reformulation complète de la série. C'est-à-dire qu'on a dans l'idée même d'une série de la quête, comme le dit Stéphane Benassi, l'idée que le personnage peut évoluer. La quête évolue puisqu'il y a des accumulations successives d'expériences, il y a des accumulations successives d'informations, ce qui fait que la série est automatiquement amenée à se repenser, à s'agencer un peu différemment. Donc il n'y a pas en quelque sorte de rupture entre la saison 1 et la saison 2. Je pense que à ce niveau-là, on peut s'écarter de ce que dit Didier Lardier. Donc c'est une tension entre l'épisode et le feuilletonnant qui trouve son nom dans une notion de Claire Cornillon, une chercheuse qui a publié une thèse récemment sur le sujet, donc qui parle de semi-feuilletonnant.
Alors, il y a plein d'enjeux autour du semi-feuilletonnant, mais pour le dire simplement, c'est des séries qui mêlent des intrigues épisodiques et donc des intrigues feuilletonnantes, c'est-à-dire des intrigues au long cours qui peuvent prendre part sur plusieurs épisodes ou sur plusieurs saisons. Donc Les Envahisseurs, on peut la relire à l'aune de cette idée-là, cette idée d'une tension entre l'épisode et le feuilleton, ce qui fait qu'on n'aurait plus du tout de séparation entre la saison 1 et la saison 2. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le semi-feuilletonnant naîtrait en quelque sorte avec le fugitif. C'est un peu l'hypothèse de Claire Cornillon et qui est une série contemporaine plus ou moins des Envahisseurs. Donc on voit que c'est tout à fait justifié de l'envisager sous cet angle-là. C'est une série, ce format semi-feuilletonnant se stabiliserait et puis deviendrait surtout dominant dans les années 90. Voilà, pour donner quelques repères. Et donc on peut avoir, en fonction des séries, comme quoi c'est encore une fois insatisfaisant et insuffisant de dire qu'une série est semi-feuilletonnante. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Il faut après décrire, s'en servir. Et donc il y a des composantes du semi-feuilletonnant. Donc dans le fugitif, il peut y avoir la traque du manchot, l'intrigue épisodique propre à l'épisode, et le fait que le personnage est lui-même traqué par la police. Donc on a là 3 enjeux dans le fugitif, mais ça peut être très différent selon les séries, et ça, il faut à chaque fois décrire les éléments. Donc dans Les Envahisseurs, il y a aussi une dimension téléologique, donc propre aux séries de la quête, comme on l'a vu, hein, la quête permet de lier tous les épisodes entre eux, donc ce qui est vraiment une dimension propre au semi-feuilletonnant aussi. Alors, quelques exemples pour expliquer un peu dans le détail cela, parce que ça reste finalement très théorique ce que j'ai dit jusqu'ici. On a l'épisode 5 où la fin de l'épisode, c'est un plan, notamment d'une main, donc un gros plan d'une main d'un envahisseur. Alors, ce qui est intéressant dans ce plan-là, c'est que c'est non pas un plan pour identifier un personnage, chose qui est souvent le cas quand même, mais pour figurer une menace abstraite, puisqu'on ne sait pas quel est cet envahisseur, on ne sait pas vraiment à quelle main elle appartient, c'est un personnage qu'on n'en a jamais vraiment vu, et donc l'idée c'est surtout de conclure sur une menace abstraite qui va peser sur toute la série. Donc cette idée que certes l'épisode s'est conclu, on a une série épisodique, mais en réalité ce plan-là pointe en direction de la suite, de la menace concrète, une menace abstraite qui s'actualise à chaque épisode. C'est la même chose dans l'épisode 16, l'épisode va se conclure sur le petit doigt tendu d'un policier qui fait signe que ce policier est en réalité un extraterrestre. Ce qui permet donc de justifier rétrospectivement le fait qu'il n'y ait pas d'enquête policière dans Les Envahisseurs. C'est-à-dire que tout ce que dit David Vincent tombe constamment à l'eau, puisque si la police est mêlée aux envahisseurs, si les envahisseurs ont intégré le corps policier, il n'y a pas d'enquête possible. Et donc, encore une fois, ça justifie le fait que ce soit une série épisodique qui n'évolue pas, et donc permet de lier tous les épisodes entre eux. C'est-à-dire qu'on comprend pourquoi le personnage fait du surplace depuis tout ce temps. Donc ces plans-là figurent une menace latente, qui permet à chaque figurant dans le plan d'être considéré comme un envahisseur potentiel, puisque finalement, si le policier est lui-même un envahisseur, on se demande à chaque fois qu'un personnage apparaît dans le plan si c'est pas possiblement un envahisseur. Donc c'est à partir de là, du semi-feuilletonnant, on peut considérer que la série peut pas être scindée en deux. En fait, entre la saison 1 et la saison 2, les lignes sont un peu plus troubles. Alors Pablo, peut-être maintenant comme nouvelle question, j'aurais aimé voir avec vous un aspect qui est sans doute important de cette série, c'est les questions de l'héritage. C'est-à-dire en fait, vous avez parlé, enfin j'ai évoqué en introduction les body snatchers justement, arrivés aux envahisseurs, des envahisseurs X-Files, il y a quand même une certaine filiation entre toutes ces séries-là, de par un certain nombre de thématiques. Alors, bien sûr, X-Files avec le surnaturel, et on voit tout de suite l'idée avec les envahisseurs, l'idée de surnaturel, mais il n'y a pas que ça, j'aimerais que vous développiez autour de cette thématique. Oui, oui, tout à fait. Le Body Snatchers, c'est un enjeu assez central des envahisseurs et notamment d'X-Files, mais aussi de Supernatural, qui est une série qui traite beaucoup de ça. Et on peut notamment faire des liens ou une petite aparté sur les liens entre ces deux séries avant d'en venir à X-Files, puisque ce sont des séries finalement un peu frères, un peu sœurs, qui fonctionnent plus ou moins de la même façon, mais qui ont à la fois une communauté d'appartenance sur la question du Body Snatchers, mais juste avant, on peut aussi analyser la communauté d'appartenance sur le semi-feuilletonnant et notamment sur l'interprétation du monde qui est proposé. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement le fait que dans Les Envahisseurs et dans Supernatural, par exemple, si on veut penser les formes d'héritage possibles, il y a le fait que dans Les Envahisseurs, le personnage est constamment pris pour un fou. C'est-à-dire que constamment, on ne comprend pas ce qu'il dit, on ne le croit pas, et on a des personnages qui interprètent les actions de David Vincent à partir du mauvais cadre de référence, puisque pour eux,
les extraterrestres n'existent pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans un monde de science-fiction. David Vincent, lui, a basculé dans l'épisode pilote dans un monde de science-fiction. Et la police, tous ses interlocuteurs ne sont pas dans ce monde-là, donc ils interprètent le personnage à partir du mauvais cadre. Ils interprètent les actions du personnage à partir du mauvais cadre, c'est-à-dire qu'on le prend pour un fou. C'est-à-dire qu'à partir de là, à partir du cadre normal, qui est notre monde réel, le personnage est peut-être que fou. Et dans Supernatural, on a vraiment la même idée, qui me semble assez proche et qu'on peut peut-être trouver dans d'autres séries semi-feuilletonnantes des genres d'imaginaire, donc science-fiction ou fantasy ou fantastique, puisqu'on a aussi les frères Winchester. Donc Supernatural, c'est une série où les frères Winchester luttent contre les forces du mal d'épisode en épisode, donc il y a aussi l'idée d'une enquête épisodique, et donc ils sont régulièrement pris pour des tueurs par la police. Donc puisqu'ils tuent des démons, si la police interprète les actions des frères à partir du monde réel, il ne peut pas donner sens à ces actions-là. Pour eux, ce sont forcément des tueurs en série, alors que les frères Winchester, eux, vivent dans un monde qui est un monde fantastique, un monde où le surnaturel est possible, et donc leurs actions sont justifiées. Mais constamment, les personnages dans Les Envahisseurs ou dans les Supernatural, les personnages sont jugés à partir d'un mauvais cadre de référence. Donc on a là, encore une fois, la dimension feuilletonnante qui refait son apparition dans Supernatural et Les Envahisseurs, puisque c'est toujours la police qui intègre, qui est le garant de la mémoire de la série, puisqu'on va faire mention des précédents épisodes où les frères Winchester ont tué des gens. On va faire référence aux précédents épisodes où David Vincent a dit ceci ou a dit cela. Par exemple, dans l'épisode 18 de la saison 2 des Envahisseurs, mais l'armée, la police, a déjà la photo de David Vincent. Donc avant même qu'il arrive dans la ville, au moment où il arrive dans la ville, les personnages portent la mémoire des épisodes précédents et des saisons précédentes. Donc ce qui fait que là encore, c'est une idée qu'on a aussi dans la saison 1, dans l'épisode 9, ou des Envahisseurs encore, je parle de David Vincent. David Vincent arrive dans une ville, c'est l'épisode 9, et il est déjà pris pour un fou parce que les personnages se souviennent des épisodes précédents. Donc on voit qu'il n'y a pas de distinction entre la saison 1 et la saison 2, puisque toujours les interlocuteurs, les opposants, portent la mémoire de la série, et en portant la mémoire de la série, comme ils interprètent à partir du mauvais cadre de référence, donc à partir du cadre réaliste et pas du cadre SF ou du cadre fantastique, mais ça fait toujours du mal au personnage et ça l'empêche de progresser dans sa quête. Et on peut avoir un contre-exemple, pour peut-être clarifier, qui serait Charmed, donc aussi une série plutôt contemporaine, là aussi de Supernatural, plus que des Envahisseurs, une série des années 90, 90-2000, ou pareil, des sœurs qui font des enquêtes à chaque épisode et qui luttent contre les forces du mal, donc une série semi-feuilletonnante. Et on a l'épisode 22 de la saison 4, où on a à peu près le même schéma qui se profile que celui que je viens de décrire. Le FBI qui va juger les actions des sœurs à partir du mauvais cadre de référence, mais cette fois-ci, ce qui rend l'épisode un peu moins complexe, c'est que le policier est déjà au courant du cadre fantastique. C'est-à-dire que le policier est déjà un spécialiste de l'occulte, et donc il n'est pas du tout un représentant du monde réel, il est déjà spécialiste de la magie, et donc très rapidement, là où il y a des confrontations entre des interprétations possibles du monde dans les précédentes séries que j'ai mentionnées, dans cet épisode de Charmed, les actions des sorcières vont être jugées à partir du cadre fantastique, et donc à partir du bon cadre. Donc ça, c'était pour l'affiliation envahisseur Supernatural à ce moment-là. Donc cette idée qu'évidemment, c'est une série feuilletonnante et donc le feuilleton prend parfois le pas sur l'épisodique. Et c'est notamment le cas lorsque les personnages, David Vincent va réussir à se regrouper, s'entourer d'alliés à partir d'épisode 31. Et à partir du moment où David Vincent s'entoure d'alliés, ben, la série devient un peu plus feuilletonnante. Donc on a une dynamique qui tend vers un peu plus de feuilletonnant. Parfois, des personnages épisodiques vont devenir des personnages récurrents. Ça arrive parfois, donc il y a ces points de bascule. Et on a des personnages qui sont parfois introduits à un moment T de la série et qui reviennent quelques épisodes plus loin, des dizaines d'épisodes plus loin. C'est le cas du leader des envahisseurs qui est introduit dans la saison 1, mais qui revient beaucoup plus tard dans l'épisode 32 et l'épisode 38. Donc là, encore une fois, on a vraiment une séparation entre la saison 1 et la saison 2 qui n'est plus du tout possible, puisque ce personnage-là sert de lien entre les deux épisodes. Donc j'en viens peut-être aux Body Snatchers, puisque c'était la question initiale. On a du coup un lien entre Body Snatchers. Donc là, j'ai fait un peu le lien à venir, c'est-à-dire Envahisseurs, Supernatural sur la question du semi-feuilletonnant. Maintenant, on peut regarder un peu en arrière sur les Envahisseurs. Qu'est-ce que reprend les Envahisseurs de l'histoire du cinéma? Et donc,
faire un petit focus sur le film Body Snatchers de Don Siegel, sorti en 56, qui permet de comprendre les thématiques et le fonctionnement général de la série. On peut peut-être rappeler ce qu'est un film Body Snatchers pour ceux qui ne connaissent pas. C'est globalement dans le format le plus traditionnel et dans ce film de Don Siegel, c'est le fait que un personnage, ou généralement c'est un territoire déterminé, donc ça peut être une petite ville, soit une grande ville, soit une ville de campagne ou un lieu quelconque. Les personnages s'endorment, il y a eu une invasion extraterrestre en quelque sorte non perçue, et donc en s'endormant, le personnage va être dupliqué par une copie végétale. Et donc le personnage initial va disparaître, va mourir, va devenir en quelque sorte, va tomber à l'état de cendre. C'est quelque chose qu'on ne voit pas dans le premier film, mais qu'on verra dans les films à venir, puisqu'il y a eu plusieurs remakes des films Body Snatchers. Donc le personnage original disparaît complètement, et c'est une copie végétale complètement à forme humaine, hein, indiscernable de la forme précédente, mais qui n'a pas de sentiment et qui appartient à une communauté de toutes les copies végétales, et donc l'humanité est progressivement remplacée dans ces films-là. Ça c'est pour le schéma général des films. Et donc ce schéma-là, on le retrouve un peu dans Les Envahisseurs, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toute l'histoire du cinéma de manière plus ou moins détournée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours tous ces éléments. Parfois il y en a certains, parfois il y en a moins, mais cette idée-là quand même du Body Snatchers est récurrente, et notamment ce sentiment de paranoïa, puisque très souvent un personnage se rend compte que tous ses voisins sont remplacés, mais n'arrive pas à le prouver puisqu'ils ont exactement la même apparence. Donc je l'ai dit, les personnages déjà, l'idée de la cendre, ça fait partie de la filiation possible. C'est-à-dire qu'un personnage qui est réduit à l'état de cendre avant qu'une copie prenne sa place, c'est exactement ce qui est figuré par les remakes de Kaufman, puis le remake d'Abel Ferrara, qui vont un peu plus loin d'un point de vue figuratif sur cette violence-là faite au corps. Et donc dans Les Envahisseurs, on l'a vu, les extraterrestres retombent à l'état de cendre. Il me semble qu'il y a cette idée-là aussi, et qu'on peut retrouver dans beaucoup de séries, cette idée d'un personnage qui peut être potentiellement copié et qui tombe à l'état de cendre. Plus généralement, il y a l'idée que les extraterrestres sont aussi d'origine végétale. Ça, c'est vraiment quelque chose propre au film Body Snatchers et probablement propre à la littérature de science-fiction, mais il y a tout un ensemble d'éléments qui soutiennent un peu cette interprétation-là. L'idée que à la fois les extraterrestres sont issus d'un germe végétal, il y a tout un épisode là-dessus où on les voit en quelque sorte prendre forme à partir d'un germe végétal, à partir d'une cosse végétale, à peu près exactement comme dans le film de Don Siegel et comme dans tous les films Body Snatchers de l'époque. Et le dernier point, c'est le fait que précisément, les extraterrestres peuvent prendre l'apparence des personnages, de certains personnages. Et ça, c'est le dernier point qui acte vraiment l'affiliation directe avec Body Snatchers, l'idée du dédoublement qui est très latente dans la série, qui est jamais explicite, mais qui devient explicite déjà dans l'épisode 29, puisqu'on a le personnage David Vincent qui est persuadé qu'un personnage secondaire a été remplacé par une copie, a été remplacé par un autre. Donc déjà, on est dans la situation paranoïaque d'un remplacement possible d'un personnage. Ça, c'est très clairement une configuration Body Snatchers propre à tous les films et à toutes les séries qui s'en revendiquent. Cette idée que possiblement, on est face à une situation où un personnage quelconque ou plusieurs, ont pu potentiellement être remplacés par une entité malveillante. Et quand bien même, il est à peu près impossible de le prouver puisque c'est un double. Donc ça, c'est la configuration Body Snatchers qu'on retrouve aussi dans l'épisode 1, hein, dès l'épisode pilote, c'est quelque chose qu'on retrouve, mais c'est surtout dans l'épisode 20 que le film est clairement cité, puisqu'ils reprennent le personnage principal du film de Don Siegel, Body Snatchers. Donc la série va recaster Kevin McCarthy en tant que personnage principal de cet épisode-là, donc vraiment un petit épisode comme un mini remake de Body Snatchers qui acte l'affiliation de manière très explicite, puisque l'épisode va être un petit remake de film de Don Siegel, puisque le personnage, toujours l'acteur joué par Kevin McCarthy, va être dans un hôtel, entouré d'un personnel extraterrestre, donc entouré d'extraterrestres à l'image humaine, qui sont sans émotion et qui appartiennent à une communauté et qui lui veulent du mal. Donc c'est à peu près la même situation que dans le film. Et ce qui est amusant, c'est que l'épisode 20 se termine par une fin qui semble rejouer à l'envers le film, puisque le film la production a imposé un happy end. En général, c'est ce qu'on dit dans l'histoire de la production de Body Snatcher, c'est que le happy end de la fin a été imposé par la production. Alors moi, j'ai toujours trouvé quand même le happy end plus ou moins ambigu, c'est-à-dire que le happy end n'est pas un vrai happy end, mais il y a cette idée de terminer sur une note d'espoir, alors que du coup, le personnage ne se fait pas doubler. Dans le film de Don Siegel, le personnage ne meurt pas, ne se fait pas vraiment doubler, il lutte contre ça, il arrive finalement à ses fins. Dans Les Envahisseurs, on refait revenir l'acteur,
et on refait d'une certaine manière revenir le personnage, hein, quasiment, et cette fois-ci on va le doubler. C'est-à-dire qu'on va vraiment opérer le dédoublement de ce personnage, chose que s'était refusé le film Body Snatchers, et donc on a cette fois-ci l'acteur qui joue deux rôles, hein, il joue son rôle initial, et il va jouer l'extraterrestre qui a pris l'apparence de son personnage. Donc ça c'est assez amusant, je trouve, comme petit jeu intertextuel. Et donc le Body Snatchers est très explicite ici, mais il est peut-être plus sous-jacent, plus latent dans la série en fait. Donc l'hypothèse du Body Snatchers, on la retrouve plus généralement dans la série comme quelque chose qui hante la série en général, au-delà de la reprise de l'acteur ou de certains récits, donc notamment l'idée que les aliens ont un corps végétal. C'est quelque chose qui hante la série, puisque quand on réfléchit un petit peu, quand on part du principe que tous les épisodes sont liés, donc il y a une cohérence diégétique générale, on apprend que les envahisseurs sont arrivés sur Terre il y a tout juste un an, et que malgré tout, ils sont à des postes d'autorité depuis le début de la série. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des envahisseurs, ils sont capitaines d'industrie, chefs d'entreprise, ministres, colonels ou à des postes dans l'armée très très haut placés. Et on se demande finalement comment arriver en un an à de tels postes, si ce n'est en doublant des personnages et donc des personnes réelles. Au final, l'hypothèse Body Snatchers, qui finit par devenir manifeste dans la série, nous oblige à rétrospectivement relire toute la série à cette aune-là, puisque s'ils peuvent remplacer des personnages à partir de tel épisode, notamment cet épisode 20, qu'est-ce qui nous dit que depuis le début, on n'a pas à faire des doubles, en fait? C'est forcément une brèche que crée cet épisode-là. Donc malgré le fait que la série soit épisodique, on l'a dit, que chaque épisode soit indépendant, il y a des épisodes qui peuvent créer des brèches dans le monde fictionnel et qui nous obligent à réévaluer tout ce qu'on a vu précédemment. Et donc, cette position-là des envahisseurs un peu paradoxale, un peu multiple, on peut dire qu'il y a plusieurs types d'envahisseurs dans la série, et notamment de point de vue narratif et du semi-feuilletonnant. Voilà, à ce niveau-là. C'est par exemple, il y a des personnages, des envahisseurs qui sont des personnages. Donc ça peut être le leader des envahisseurs, je l'ai dit, il apparaît à plusieurs reprises, dans 3 épisodes notamment, de la saison 1 à la saison 2. Et donc ça, c'est un personnage. C'est un envahisseur, il a son nom, il est nommé. C'est une présence récurrente. Plusieurs épisodes lui sont dédiés. Ses actions sont au cœur de l'épisode. Il est possible d'y voir aussi d'autres personnages qui sont peut-être moins individualisés, mais qui sont quand même malgré tout des épisodes centrés sur un envahisseur spécifique. Alors cet envahisseur spécifique-là ne va pas revenir à plusieurs reprises, à plusieurs épisodes, ça va être un épisode dédié, mais il va acquérir le statut de personnage épisodique malgré tout. Et on a un deuxième type d'envahisseurs. Donc le premier type, c'est des personnages. Le second type, ce serait des figurants, c'est-à-dire ce sont des personnages qui fonctionnent par duo ou par groupe. Ils changent à chaque épisode et ne sont jamais individualisés au cours de l'épisode. C'est-à-dire aucun ne sort particulièrement du lot. Donc ils sont tous habillés de la même façon, ils ont un costume, ou alors ils ont leur tenue d'envahisseur, on dirait une tenue de garagiste, leur tenue d'envahisseur, donc aucune individualisation possible. Et donc ce sont des corps fonctionnels au service du récit. Donc ce sont souvent des corps bons pour la bagarre, ils doivent tuer quelqu'un, mais du coup ils n'ont aucune identité. Donc ils sont voués à l'anéantissement. Donc soit ils quittent l'épisode et donc ils quittent la série, soit ils meurent à l'image, ils disparaissent à l'image, comme on l'a analysé à partir de ces corps radioactifs. Donc ce qui fait qu'à partir de tous ces types d'envahisseurs, du body snatchers, et donc qui donne aux personnages différents statuts, on a une dimension feuilletonnante dans la série qui est double. Donc on a dit que c'était une série de la quête, une série épisodique, mais il y a une dimension feuilletonnante quand même dans la série. Donc il y a le feuilleton de résistance qui est celui de David Vincent. Donc le but c'est d'accumuler des preuves, donc d'avoir une continuité entre les épisodes, de constituer un groupe de résistants, donc quand même d'accumuler là des personnes, d'élargir ce groupe et de démanteler les objectifs des personnages. Donc ça, c'est le feuilleton de résistance. Et il y aurait contre ce feuilleton de résistance, qui serait constamment doublé, un feuilleton de normalisation, où le personnage constitue un écart, et donc il est toujours analysé à partir du mauvais cadre interprétatif, c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt, sur le fait que les actions du personnage sont mal jugées. Donc ce qui fait qu'on veut le normaliser, on veut l'enfermer, on le traite de fou, ou on le traite de tueur dans Supernatural, et on veut les mettre en prison. Donc on veut résorber le monde fantastique, le monde SF, on veut le résorber, l'affilier, le placer sous l'égide du monde réel, et donc ce serait un feuilleton là qui serait propice au pouvoir établi, hein. Souvent c'est la police, souvent c'est l'institution médicale, ce genre de choses. Donc toute cette dimension Body Snatchers, pour nuancer tout ça, ne doit pas nous faire oublier la spécificité de la série. C'est-à-dire qu'on peut penser la série à partir du Body Snatchers, mais je pense qu'il faut éviter de plaquer ça comme ça et de s'arrêter ici. Parce qu'en réalité, le corps des extraterrestres est beaucoup plus incohérent
quand on analyse la série. Donc on a l'idée du body snatchers parce qu'il y a des sports, hein, le corps végétal, je l'ai dit, mais en réalité, cette idée d'un corps végétal est introduite qu'à partir de l'épisode 24. Précédemment, il n'y a pas vraiment de précision. Et si on refait le parcours de toute la série sur le corps extraterrestre, on perçoit énormément d'incohérences. Et donc cette cohérence analytique que je dégage à partir du Body Snatchers, je pense qu'il faut le nuancer à partir de la création de la série en réalité, et donc de la manière dont elle est reçue, et donc pas forcément regarder les séries à partir d'un regard contemporain, mais aussi accepter le fait qu'une série des années 60 soit un peu incohérente, soit épisodique, et donc ne cherche pas forcément à tout prévoir à l'avance. Donc, par exemple, deux, trois exemples avant de passer à la suite, mais les extraterrestres, quand ils se régénèrent, parce qu'ils doivent, la forme humaine n'est que temporaire dans la série, donc c'est un petit écart par rapport au film Body Snatchers, par exemple, la forme humaine est temporaire, et donc cette régénération, visuellement, elle est comment? On voit leurs os, en fait, et donc il faut imaginer dans les dessins animés, quand un personnage est électrocuté. Dans les dessins animés, c'est toujours montré de la même manière, on voit l'intériorité du corps, et souvent on voit l'os, on voit les os du personnage. Et donc c'est la même chose. Dans la régénération des envahisseurs, on voit leurs os. Et donc, quand ils se régénèrent pas, ils reprennent une forme monstrueuse. Et donc, il y a tout un épisode dédié à ça. Et donc, ça fait par exemple partie des écarts par rapport au Body Snatcher. La série n'est pas du tout exactement, ne fonctionne pas de la même façon à ce niveau-là. Donc, l'idée d'un être végétal n'est pas vraiment de mise à cette époque. À cet épisode-là, au début de la série, c'est pas le cas. On, on nous indique dans l'épisode 15 que les extraterrestres ne respirent pas. Ils n'ont pas de pouls. Ils ne saignent pas non plus. L'épisode 20, donc 5 épisodes plus tard, c'est celui qui cite Body Snatchers en reprenant l'acteur, Kevin McCarthy. Donc là, on atteint finalement un degré de cohérence à partir du Body Snatchers. Et c'est dans l'épisode 24 qu'est introduit l'idée qu'ils ont un corps végétal, et donc les sports qui introduisent l'idée du corps végétal. Et c'est à partir de l'épisode 28, donc assez tardivement dans la série, qu'on nous explique qu'en fait, ils n'ont pas d'os. En réalité, ils n'ont pas d'os, ce qui est complètement incohérent avec tout ce qu'on a vu précédemment, parce qu'on les a vus, en fait, les os. Et donc, à partir de l'épisode 28, il y a un changement dans le traitement esthétique des personnages, puisque la régénération des personnages ne va plus nous montrer l'intériorité d'un corps composé d'os, mais un corps composé de formes géométriques. C'est-à-dire qu'on a remplacé les os par des formes géométriques un peu bizarres, ce qui est en complète incohérence avec la série quand on regarde successivement les épisodes. Ce qui évidemment est beaucoup moins violent quand on regarde l'épisode sur 2 années, semaine après semaine, comme ça peut être le cas dans la diffusion de l'époque. Donc, on peut se dire que la série gagne en cohérence avec le Body Snatchers, pour finir sur cette idée du Body Snatchers, que cette cohérence ne va pas sans une incohérence par rapport aux choses qui ont été évoquées dans le passé, mais ce qui ne va pas non plus sans une incohérence à venir, hein, puisque dans l'épisode 28, on nous dit que les extraterrestres sont en train de s'asphyxier, alors qu'on nous avait précédemment indiqué qu'ils ne pouvaient pas respirer. Donc on est constamment face aux petites incohérences d'une série peut-être de l'époque. Des incohérences existent encore aujourd'hui, mais à l'époque, je pense que c'était un peu plus le cas, puisque cette idée d'une lecture feuilletonnante et donc mythologique de la série. Alors mythologique, c'est au sens d'X-Files, donc ça veut dire que tous les épisodes se rapportent à un même monde fictionnel, à une même continuité. Cette idée-là correspond pas au processus de création et à la réception initiale de la série. C'est un peu un regard contemporain que j'adopte là, qui post-X-Files, si on veut dire les choses de manière un peu grossière. Et donc, toutes ces incohérences, ça veut dire que la série résiste à cette lecture. C'est-à-dire qu'il faut accepter aussi que c'est une série d'une autre époque qui fonctionne différemment. Et donc, pour conclure, je dirais que c'est un principe de multiplication, peut-être. On multiplie les informations, mais sans les accumuler de manière cohérente. Donc, on multiplie les informations de manière épisodique, mais l'accumulation implique une mémoire, une feuilletonisation qui n'est pas encore vraiment encore aboutie à ce moment-là de la série. Et donc, c'est un semi-feuilletonnant qui penche peut-être un peu plus vers l'épisodique malgré tout, si on voulait affiner les analyses. Et du coup, enfin, on a regardé en arrière, on a regardé avec Body Snatchers, on a regardé en arrière, on a regardé un peu plus loin avec Supernatural, mais on peut aller un petit peu moins loin, regarder plus loin, mais un petit peu moins loin avec X-Files, donc je l'ai déjà mentionné. Donc cette idée que X-Files serait héritière des envahisseurs, je ne rentre pas dans le détail puisqu'il y a vraiment ça se joue à plusieurs échelles hein, dans la série. C'est évident, la filiation est évidente. D'ailleurs, X-Files revendique des filiations multiples, hein, c'est pas que les envahisseurs. Mais j'aimerais m'intéresser à un seul point pour m'arrêter là-dessus, notamment la reprise de l'acteur. En fait, c'est cette reprise d'un acteur, donc la dimension un peu actorale, puisque Les Envahisseurs a repris Kevin McCarthy du film de Don Siegel, Body Snatchers. X-Files va reprendre le personnage principal des Envahisseurs à son tour, qui s'appelle, je le répète, Roy Thynes, donc c'est ce personnage principal. Donc ça peut être à première vue un contre-emploi, puisque le résistant des années 60, le résistant David Vincent, qui résiste à l'envahisseur, mais joue dans les années 90 dans X-Files un envahisseur.
Donc on peut se dire finalement c'est un contre-emploi, c'est amusant, ils jouent dans une même série, puisque les X-Files c'est un peu la même chose, hein, je rappelle, hein, c'est des personnages certes qui sont du FBI, donc ce ne sont pas des marginaux comme dans David Vincent et dans Supernatural, c'est pas des marginaux, mais quand même ils doivent lutter contre l'envahisseur. Donc on est sur une série un peu similaire. Mais cette fois-ci, l'acteur qui joue David Vincent joue un extraterrestre, donc on peut se dire c'est un contre-emploi. Ou alors, c'est une reprise au pied de la lettre des envahisseurs, puisque dans l'épisode 9 des envahisseurs, David Vincent est pris pour un extraterrestre pendant un moment. Donc c'est comme si la série reprenait la blague des envahisseurs, mais cette fois-ci au sens littéral. En réalité, quand on regarde la série, c'est pas tant un contre-emploi qu'une continuité logique, puisque ce que joue Roy Thynes, donc l'acteur de David Vincent, c'est pas un envahisseur hostile, c'est certes un extraterrestre, mais c'est un extraterrestre qui est une faction résistante des extraterrestres, puisque dans X-Files, les extraterrestres ne sont pas unis dans un projet d'envahir la Terre, mais il y a des factions qui sont contre, il y a des luttes de pouvoir. Et donc, ils jouent en quelque sorte un résistant qui est du côté de l'humain, en fait, du côté des personnages principaux. Donc, le contre-emploi n'est pas vraiment utilisé jusqu'au bout. Donc, ce personnage-là, dans X-Files, profite complètement de la persona de l'acteur Roy Thynes, puisque c'est d'une certaine manière un peu David Vincent qu'il continue de jouer. Comme si 30 ans plus tard, on avait David Vincent qui continuait la lutte dans une nouvelle série. Et je m'arrêterai définitivement sur un exemple, parce que j'aime bien citer des exemples, l'épisode 24 de la saison 3, où ce personnage-là, joué par Roy Thynes, donc cet alien mais résistant, est capturé. Et donc on le voit dans une scène, dans un plan, qui montre ostensiblement ses pouvoirs. Et ses pouvoirs, c'est quoi? C'est des pouvoirs de métamorphose. Il est capable de changer son visage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans les envahisseurs, par exemple. Donc avec une technique de morphing, dans un seul plan, on a deux acteurs, deux visages qui se mélangent. Et donc, on peut se poser la question, mais quelle fonction ce changement de visage peut avoir là? Puisque l'acteur, constamment, il fait penser à David Vincent. Quelle fonction ce changement de visage peut-il avoir? Il n'a aucune fonction de déguisement, ce qui est le cas très souvent dans les récits de métamorphes. Le personnage change de visage pour se fondre dans la foule, imiter un autre personnage, duper. Là, il n'y a aucune fonction de duper qui que ce soit. Pablo Cabeza Mancuso, en conclusion de cet épisode sur les envahisseurs, qu'est-ce que nos auditeurs doivent retenir sur cette série des années 60, on l'a dit, série mythique qui a beaucoup inspiré, et vous l'avez bien montré par la suite, d'autres séries fantastiques, notamment X-Files. Alors, on retient quoi, Pablo? Pour poursuivre et conclure sur le sujet des filiations possibles, on était remonté en arrière avec le film Body Snatchers, on est avancé dans quelques décennies avec Supernatural, mais on peut peut-être décider d'aller un petit peu moins loin et s'en tenir à X-Files, donc une série qui revendique clairement sa filiation avec les envahisseurs, qui revendique clairement sa filiation avec euh, beaucoup de séries, hein, notamment pas que les envahisseurs, et qui inspirera par la suite aussi Supernatural par ailleurs. Et je vais m'en tenir à un seul point hein, pour conclure, notamment un point actoral, puisque la série Les Envahisseurs reprenait un acteur du film de Don Siegel, du film Body Snatchers, mais X-Files va aussi reprendre l'acteur principal des Envahisseurs. Donc les filiations sont toujours actées par un acteur précis, et qui ici est plutôt, dans le cas d'X-Files, une sorte de contre-emploi, puisque Roy Thynes, donc cet acteur des Envahisseurs, qui joue un résistant tenace dans les années 60, devient un envahisseur dans les années 90. Donc il va jouer un envahisseur dans la série X-Files. Donc ce contre-emploi est une forme humoristique, hein, si on veut, ou une reprise littérale, une reprise au pied de la lettre, d'une situation des envahisseurs où David Vincent était déjà pris pour un extraterrestre, notamment l'épisode 9. En réalité, quand on regarde X-Files, ce n'est pas vraiment un contre-emploi, puisque dans X-Files, il n'y a pas un seul groupe homogène d'envahisseurs, il y a plusieurs factions, et notamment des factions résistantes qui vont travailler un peu avec les humains ou qui vont pas forcément être favorables à un projet, au projet d'envahir la Terre. Et ça va être le cas de cet acteur, de ce personnage que joue Roy Thynes, qui va en quelque sorte être un résistant, un alien, mais malgré tout un alien résistant. Donc, c'est toujours un peu David Vincent que joue l'acteur. Malgré qu'il soit un extraterrestre, c'est toujours David Vincent que joue l'acteur, comme si David Vincent continue toujours la lutte 30 ans plus tard dans une nouvelle série. Alors je vais m'intéresser à un exemple précis, parce qu'il faut toujours avoir quelques exemples, et notamment à un seul plan pour conclure là-dessus, l'épisode 24 de la saison 3, où cet alien résistant, joué par Roy Thynes, est capturé. Et on va voir, dans un plan, avec notamment une technique des effets spéciaux qui est permise par X-Files, la période X-Files, qui n'était pas possible dans les envahisseurs, qui est notamment le morphing, donc
cet effet spécial qui permet de mélanger deux visages en un seul plan et de passer d'un visage à un autre, puisque les aliens dans X-Files sont capables de se métamorphoser, donc de changer leur visage. Mais ce qui est intéressant dans ce plan, c'est de se demander quelle fonction a le visage, et quelle fonction, quels sont les visages imités déjà, et quelle fonction a-t-il, quelle fonction a ce plan, et notamment sur l'acteur en fait. Moi c'est ça qui m'intéresse aussi. Pourquoi cet acteur, pourquoi ce plan, pourquoi ce changement de visage comme ça dans cet épisode 24 de la saison 3. Donc c'est une scène interrogatoire hein, où l'alien est capturé par le Smoking Man, donc un grand antagoniste de X-Files. Et donc ce personnage-là, joué par Roy Fiennes, va prendre le visage, va changer de visage, va prendre le visage du premier informateur de Fox Mulder. Donc je rappelle que Fox Mulder, c'est le personnage principal d'X-Files, donc l'agent du FBI. Donc ce qui est intéressant, c'est que le changement de tête n'a pas du tout pour fonction de duper le personnage, puisque très souvent les personnages métamorphes imitent l'apparence d'autres personnages pour se faire passer pour autrui, pour se fondre dans une foule, exactement comme on l'a vu dans l'épisode. Mais là, ce plan-là a une nouvelle fonction, puisqu'il change de tête alors qu'il est capturé, qu'il est en prison, et que son interlocuteur voit très clairement qu'il change de tête. Donc le but, c'est pas de duper, mais c'est de revendiquer une filiation à partir du changement de visage. Revendiquer une filiation des différentes luttes à partir des différents visages de la lutte. Donc en effet, il va changer de visage pour prendre le visage de cet informateur, nommé Gorge Profonde, qui est dans la série le premier résistant réel dans X-Files. J'espère ne pas me tromper en disant ça, mais c'est le premier personnage qui va réellement aider Fox Mulder dans sa lutte. Donc c'est le premier résistant au projet de l'envahisseur. Donc on passe de Roy Fiennes à ce nouvel acteur qui est un acteur résistant. Donc on a un plan qui va entremêler, d'un point de vue actoral, 3 visages et qui sont 3 temporalités différentes. Donc on a le visage de Roy Fiennes qui correspond à son rôle dans X-Files, si vous voulez, donc le présent du personnage. Mais on a aussi le même visage qui fait signe en direction des envahisseurs, puisqu'on a vu que cette fois-ci, on ne voit plus le personnage, mais on peut décider de voir plutôt David Vincent. Donc dans ce cas-là, c'est plus le présent du personnage, mais c'est un passé lointain, extradiégétique, donc c'est-à-dire hors de X-Files, donc hors d'IGS, donc un passé d'une autre série. Donc on a un présent, on a le passé d'une autre série, et on a le changement de visage qui a lieu, donc le visage de l'informateur de Fox Mulder, et donc cette fois-ci c'est un passé, mais c'est un passé plus proche, puisque le personnage on l'a vu 2 saisons plus tôt dans X-Files, et c'est un passé intradiégétique. Donc il y a dans ce plan-là 3 temps, hein, un présent, un passé lointain extradiégétique, et un passé intradiégétique proche. Et donc ce changement de tête est lu comme une idée. La filiation avec les envahisseurs, avec le Body Snatchers, permet de figurer une idée. Cette idée c'est la lutte n'a pas de visage. C'est un peu ça que nous dit ce plan. Que la résistance à l'envahisseur prend de multiples visages, une autre personne reprendra nécessairement le flambeau, comme Deep Throat a repris d'une certaine façon, Gorge Profonde, pardon, je prononce à l'américaine, mais comme Gorge Profonde a repris le flambeau de David Vincent, si on veut, ce personnage de la saison 1 d'X-Files reprend le flambeau de David Vincent, ou alors comme le personnage de Roy Fiennes va reprendre le flambeau de Gorge Profonde une fois qu'il sera mort. Et comme quelqu'un reprendra le flambeau de ce personnage par la suite. Donc on a vraiment finalement ce changement de tête sert à figurer une idée, je pense. Et je m'arrête là pour les multiples filiations d'ordre esthétique aussi des séries télévisées. C'est pas qu'un enjeu thématique, c'est aussi au niveau même des images. Donc ce qu'on peut retenir des envahisseurs, mais c'est toujours difficile d'expliquer voilà, quel point il faut à tout prix retenir, mais je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que, par exemple, il est impossible de considérer une série comme fixe, comme simplement épisodique ou feuilletonnante, comme entre les deux. C'est une série, c'est toujours en mouvement, c'est toujours une dynamique en fait, et donc analyser une série, c'est toujours percevoir les dynamiques, et donc décrire ces agencements-là qui sont à la fois esthétiques, qui sont à la fois narratifs, et déjà les envahisseurs et les séries de cette époque-là le montrent en fait. Donc déjà les séries sont déjà complexes à cette époque. C'est quand même quelque chose qu'il faut réaffirmer. Les séries complexes, c'est pas les années 90. En fait, c'est déjà complexe les envahisseurs, même s'il y a des formes de complexité plus ou moins différentes. Après, donc on peut pas assigner non plus, deuxième point à retenir, une valeur éthique à l'épisode ou au feuilletonnant. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans la série, le feuilletonnant peut être un peu contre le personnage, ou contre le personnage, quand on interprète ses actions à partir du mauvais cadre, mais le feuilletonnant peut aussi être un vecteur d'émancipation. Donc c'est difficile de savoir à l'avance ce que dit une série, il faut faire de toute façon du cas par cas, et le dernier point qu'on peut retenir, c'est précisément cet enjeu-là, en fait, cet enjeu formel qu'on peut interpréter politiquement. Puisque ce que nous dit les envahisseurs, on peut en tirer quelque chose pour nous, dans notre vie quotidienne probablement, c'est cette idée que toutes ces séries-là nous montrent que l'absence de mémoire, que ce soit nous ou que ce soit les personnages, est toujours
profit d'une entreprise d'assujettissement. Et c'est le cas aussi d'une série de Dollhouse, la série Dollhouse dont vous avez fait une émission récemment, où très clairement on a la même chose, des personnages perdent la mémoire et parce qu'ils sont assujettis finalement. Et donc retrouver une mémoire, c'est précisément s'assurer d'une lutte, et s'assurer d'une lutte dans ces séries-là, c'est toujours prendre la forme d'une continuité narrative en fait. Donc l'enjeu politique de lutter, c'est toujours lié à un enjeu formel. Et c'est assez intéressant, et c'est ça aussi que nous disent ces séries-là, qu'on est obligé de garder en mémoire. C'est-à-dire que ces séries-là insistent sur l'importance de la mémoire, parce que dans ces histoires, le personnage qui n'a pas de mémoire, c'est un personnage qui est assujetti, qui est toujours dans le pouvoir, quel qu'il soit, dans ces séries-là, investit les corps et investit des formes d'identité. Donc il y aurait une forme de généalogie, je m'arrêterai là-dessus, il faudrait s'arrêter là. Ce que permet de voir les envahisseurs, c'est ça, c'est une généalogie plus grande peut-être qu'on ne pouvait l'imaginer au début, d'un traitement politique des séries télévisées sur une tension entre la mémoire défaillante, qui est celle de la prédilection de l'épisode. Le pouvoir privilégie toujours l'épisode. On peut imaginer aussi Le Prisonnier, une série qui fonctionne vraiment de la même manière. Le Prisonnier, c'est assez troublant. Et une résistance qui s'instruit par la continuité, la formation d'une mémoire. Et donc, il me semble que c'est pas qu'une affaire de fiction. C'est-à-dire que ce qu'on peut retenir, c'est que c'est pas qu'une affaire de fiction, que ces séries captent quelque chose de très concret, qu'en tant que citoyen, sujet politique, on est évidemment moins apte à défendre nos intérêts si on est pris dans des enchaînements moteurs journaliers. C'est-à-dire si on vit de manière épisodique. Et une série comme Supernatural travaille ça, mais de manière un peu différente, puisque dans Supernatural, l'épisode est vu de manière positive. Mais on peut dire qu'avec Les Envahisseurs et Dollhouse, l'épisode n'est pas forcément vu de manière positive, et c'est un peu notre cas aussi. Quand on vit de manière épisodique dans nos vies, quand on est pris dans des enchaînements moteurs journaliers, on parle du métro, boulot, dodo, on est peut-être moins apte à insérer une mémoire, à travailler notre mémoire, et donc ce que ces séries nous donnent à percevoir et à sentir, à travers des formes esthétiques, c'est que des formes de pouvoir diverses peuvent investir nos corps si notre mémoire est défaillante. Je pense que globalement c'est un peu la leçon de ces séries-là, et que donc ces séries qui fonctionnent par percept et affect, cette idée-là est incarnée par des moyens proprement sériels, qui est celui du semi-feuilletonnant, de l'épisode et du feuilleton, c'est-à-dire la tension entre l'épisode et le feuilleton. Donc elles parlent de nous en fait, ces séries en partie, pas exclusivement mais en partie. Pablo Cabeza Mancuso, merci beaucoup pour cette excellente présentation et analyse de la série Les Envahisseurs. Alors, vous avez fourni, comme tous les intervenants et les intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com à la page de l'émission. Ça permettra peut-être aux auditeurs d'aller plus loin sur un certain nombre de thématiques que vous avez évoquées au cours de cette très riche émission. Mais j'espère vous retrouver peut-être bientôt pour analyser une nouvelle série. Merci beaucoup, au revoir. Eh bien, merci pour l'invitation, merci beaucoup, au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet populated by a stranger.